Bonjour, bienvenue dans cet audio. Je m'appelle Emmanuel, je fais de l'hypnose. Voilà, je sais pas si je dois me présenter à chaque fois. Aujourd'hui, je voudrais te parler un peu des applications du pendule en hypnose, en hypnothérapie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc on va pas en faire le tour sur le temps d'un épisode, mais c'est pour t'inviter à t'intéresser un peu à cette pratique en fait, et au principe d'utiliser un accessoire un peu énigmatique, chargé de mystère, pour donner une atmosphère, une ambiance, une texture à tes séances d'hypnose. Alors je vais commencer par faire une annonce et puis je reviendrai dessus à la fin de l'épisode. Le site est en ligne avec justement la formation sur le pendule, c'est la première formation qui sera publiée sur le site. On y revient à la fin de l'épisode, comme ça, voilà, si ça t'intéresse pas, je vais pas t'embêter avec ça. On va parler de l'utilisation du pendule et je vais commencer par te raconter une histoire. Alors c'est pas mon histoire, c'est une histoire rapportée par Jerry Kine. Je sais pas si tu connais Jerry Kine. C'était l'élève de Dave Hellman qui a eu son heure de gloire, qui est décédé aujourd'hui et qui a travaillé sur l'hypnose hellmanienne. Ça a été un des premiers hypnothérapeutes américains à publier des très bonnes vidéos de formation et notamment une formation qui était très populaire. Il y a une dizaine d'années encore, c'était sa formation sur l'arrêt du tabac, où il parlait du principe de suggestion composée. Alors qu'est-ce que c'est les suggestions composées? C'est très simple, il s'agit d'enchaîner des suggestions par groupe de 3 en fait. Une première suggestion qui va amener la seconde, qui va ensuite amener un moment de transition, de fluff, de baratin, de machine à phrases, d'accord, pour revenir à la première suggestion. Donc typiquement, c'est vous respirez, vous vous détendez, et plus vous vous détendez, et plus vous enregistrez, vous intégrez que vous restez non-fumeur jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, c'était quelque chose comme ça, très direct. Et ensuite, pour revenir à la première suggestion, vous vous détendez. Il racontait n'importe quoi en fait. Tu peux dire voilà, parce que c'est important pour vous, parce que fumer ça sent pas bon, parce que ça coûte cher, parce que ça fait tousser, parce que c'est ringard, etc. Mais bon, c'est pas grave, détendez-vous, vous vous détendez, et plus vous vous détendez, plus ça vous permet d'enregistrer que vous restez un non-fumeur, parce que c'est ce que vous voulez, parce que c'est ce que vous avez décidé. Et même par rapport à ça, il disait dans sa formation qu'il avait enregistré une cassette, tu vois, une cassette avec un magnétophone, hein, pour te dire le côté vintage du truc, où il répétait ces suggestions-là en boucle, avec en plus une méta-suggestion. Il disait à la personne, dans un moment vous allez entendre ma voix sur une cassette, et ça va vous permettre d'être encore 2 fois plus en hypnose, et à ce moment-là, je sortirai de la pièce pendant un quart d'heure, et le fait que je sois pas là et que vous entendiez ma voix sur le magnétophone, ça vous mettra encore 4 fois plus en hypnose, et quand je reviendrai, vous serez vous serez au taquet de l'état hypnotique. Voilà, génial. Et puis après, bon, il y avait la blague pendant la formation, les gens disaient ah bah comme ça tu peux sortir fumer une cigarette, et voilà. Et donc voilà, tu vois, je suis parti dans tous les sens, mais je reviens sur mon histoire de pendule. Par rapport au pendule, parce que son podcast, il doit toujours exister d'ailleurs, hein, sur l'hypnose, c'est Omni, tu vois, Omni Hypnosis. D'ailleurs, l'école existe toujours. Et donc, dans un épisode sur le pendule, il disait qu'il utilisait le pendule pour trouver des clients, en fait. C'est-à-dire alors, il faisait pas comme le professeur Tournesol, où sont mes clients, tu vois. Mais il se posait par exemple à la terrasse d'un café, et puis il jouait avec son pendule, et forcément t'avais toujours quelqu'un qui venait le voir et disait mais qu'est-ce que vous faites avec votre truc, c'est quoi? Et il répondait bah c'est pour développer mes compétences, skills, tu vois, c'est pour m'entraîner en fait, je m'exerce, je m'entraîne. Pour engager la conversation comme ça, donc les gens forcément demandaient mais tu t'entraînes à quoi? Il disait bah je m'entraîne à l'hypnose parce que je suis hypnotiseur, etc. Et ça permettait comme ça d'amener l'hypnose dans la conversation de manière un peu originale. Moi, je trouvais ça intéressant, bon je l'ai jamais fait, mais l'idée est pas mal. D'ailleurs c'est quelque chose que tu peux faire si t'aimes bien faire un peu de l'hypnose impromptue, tu vois, à la terrasse des cafés, si tu traînes avec des camarades hypno ou que t'as envie
où tu as envie de mettre un peu l'ambiance dans une soirée, bah, c'est de sortir le pendule et de commencer à attirer l'attention avec ça, c'est pas mal. Et c'est un des principaux intérêts de cet objet. Alors tu as l'objet en lui-même qui permet d'amplifier les micro-mouvements de la main, qui permet de mettre en valeur l'idéomoteur plutôt que la main à vide ou le doigt qui dit oui, le doigt qui dit non. Tu vois, ça donne une dimension un peu plus spectaculaire, un peu plus tangible, avec le rythme, avec le mouvement où le mouvement va être un peu plus stable, un peu plus étendu, un peu plus étiré dans le temps qu'une simple saccade avec les doigts où on peut toujours se demander dans quelle mesure c'est volontaire, dans quelle mesure c'est de la complaisance, dans quelle mesure c'est juste un spasme et qu'il n'y a rien à en tirer au niveau dialogue inconscient. Le pendule permet d'amplifier les choses, de les rendre un peu plus intéressantes, je trouve. Ça permet aussi de mettre un cadre dans tes séances, parce que ton attention ne va pas se disperser, tu vas pas partir en arborescence dans ton discours hypnotique, tu vas pouvoir t'appuyer sur les réactions physiques observables de la personne pendant son expérience, et ça te permet de travailler en hypnose très très légère, d'accord, hypnose partielle si tu veux, et ça te permet aussi d'emmener les gens dans l'hypnose profonde. Alors, une bonne manière de pratiquer, enfin une bonne manière, il y a plein de bonnes manières de faire les choses, et la manière dont tu fais les choses, elle est bonne ou moins bonne, contextuellement en fait, en fonction de la situation, en fonction de la personne avec qui tu travailles. Mais disons que d'avoir ton espèce de couteau suisse un peu de l'hypnose, qui serait le pendule, ça te permet déjà d'avoir une base qui te libère de l'embarras du choix. Le choix est embarrassant en hypnose. Il y a énormément d'options, il y a énormément de possibilités, il y a beaucoup de techniques, de stratégies, de scripts, d'approches qu'on connaît, qu'on apprend, et c'est peut-être un défaut qu'on a quand on est jeune hypnothérapeute, c'est l'accumulation un peu compulsive de matériel technique, c'est-à-dire matériel dans le sens information. Alors ça te permet quand même de réduire les choix. Alors après, tu réduis pas les choix non plus à un seul ou deux choix. Tu as plein de possibilités, mais déjà, tu pars sur une représentation que tu offres de l'hypnose, que déjà tu sais ce que tu fais, déjà ça part d'un endroit, ça va quelque part, c'est carré, c'est pro, tu passes pas pour un amateur. Tu peux pas passer pour un amateur quand tu travailles avec un pendule. Avec le côté un peu symbolique de l'objet, qui est, je sais pas, comme l'étoile de shérif, tu vois. Ça envoie un signe, c'est un attribut classique des hypnotiseuses et des hypnotiseurs. Alors après, il y aurait la montre, la fameuse montre à gousset aussi, qui est très intéressante à un autre niveau, mais ça on en parlera une autre fois, puisque là je voulais vraiment te parler du pendule. Moi je l'intègre, ça fait 6 mois environ, vraiment je l'intègre dans presque toutes mes séances, et quand j'utilise pas le pendule, généralement je propose de l'écriture automatique, et si ni l'un ni l'autre ne plaise à la personne, bon bah je vais passer sur de l'hypnose sans accessoires. Mais de plus en plus, j'ai tendance à utiliser les accessoires, ça permet de mettre du mouvement, d'ajouter de la matière, de mettre du kinesthésique, de la sensation dans la séance, et souvent c'est ce qui manque en fait. La plupart des séances qui sont travaillées en hypnose, en tout cas dans ce que j'observe, mais je connais pas tout le monde, je connais pas toutes les approches hein, évidemment, mais globalement, on est sur du visuel, quoi. Sur du visuel construit, c'est-à-dire de proposer des images un peu prédéfinies à une personne, quand ce n'est pas carrément imposer ces images à soi à la personne. Et beaucoup de gens ne peuvent pas visualiser sur l'instant, ont des difficultés, ou alors les images sont pas très nettes, c'est pas très convaincant. Il y a beaucoup de gens qui ont une facilité à visualiser qui est telle que quand ils sont en hypnose, en fait, ils voient pas la différence avec leur état ordinaire de conscience. Pardon, je suis un peu enrhumé. C'est quelque chose que disaient Bender et Grinder dans le livre Transformation, très bon livre sur les techniques d'hypnose ericksonienne.
Il disait que parfois il suffit d'identifier le canal sensoriel principal de la personne, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur le côté pseudoscience de la PNL, mais à l'instant T, la personne va être peut-être plus dans un langage visuel, peut-être plus sur un langage auditif, et simplement de dériver sur un autre canal sensoriel. Par exemple, si la personne te paraît très orientée sur le visuel pendant le temps de la séance, de l'emmener sur le côté kinesthésique, par exemple. Globalement, quand on parle d'hypnose profonde, par exemple, enfin l'hypnose profonde au sens un peu littéral, tu vas travailler sur l'idée de profondeur, on va passer du visuel à l'auditif, au kinesthésique, pour arriver à un état de transe où il n'y a pas de son, pas d'image en fait, où il n'y a que de la sensation. C'est le noir total, le silence total et juste la conscience du corps. Bon, c'est encore un autre sujet, mais le pendule, ça peut être une porte d'entrée vers ça. Permettre à la personne de se connecter à ses sensations, à ses émotions. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement coupés de leurs émotions. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec un jeune hypno que j'ai en supervision qui m'a dit... Comment il m'a dit ça? Enfin, je sais plus comment il me l'a dit, mais il me l'a dit. Moi, j'ai découvert quelque chose avec l'hypnose, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'émotion. Je savais pas que ça existait. Voilà. Et pourtant, c'est assez fréquent. Alors, c'est pas qu'ils ont aucune émotion, c'est que quand ils ont des émotions, bah, ils sont pas forcément conscients qu'il y a une émotion, donc peut-être ils se retrouvent à faire n'importe quoi sans sans comprendre ce qui se passe. Et puis il y a des gens qui sont complètement dissociés, qui comprennent, enfin c'est pas qu'ils comprennent rien, mais c'est qu'ils ne perçoivent pas leurs propres besoins. Ils ne perçoivent pas les messages de leur corps par rapport à la satisfaction ou la non-satisfaction de leurs besoins. Des gens qui sont coupés de leurs émotions. Et moi, bah, je lui ai répondu un peu l'inverse, c'est que bah oui, enfin, il y a beaucoup de gens, c'est leur cas, et tu sais, moi quand j'ai commencé l'hypnose, ça m'a amené à découvrir un peu le monde de mes propres émotions, parce que voilà, je suis globalement assez distancié par rapport à mes émotions à la base, donc ça peut être une approche intéressante, parce que si l'hypnose sert à quelque chose, c'est vraiment à harmoniser, à équilibrer, à apaiser les émotions. Globalement, tout ce qu'on fait, ça se ramène à ça. On peut dire qu'on fait de la programmation, de l'inconscient ou je sais pas quoi, mais globalement, on apporte un espace de dialogue, d'écoute, de sécurité où la personne peut vivre ses émotions dans des conditions sécures. Dans des conditions où ça va être supportable et où il y aura des conséquences maîtrisées, quoi. Et donc avec le pendule, on peut faire des choses très intéressantes. Bon alors, t'as les fameuses vidéos dont je t'ai parlé qui peuvent te montrer tout un tas enfin pas tout un tas, c'est pas un tas, c'est une structure. On t'a pas fait un tas de bout avec Christine, on t'a fait un truc nickel. Mais en tout cas, t'emmener vers des pistes. Alors il y a des choses que tu peux t'approprier, que tu peux utiliser telles quelles. Mais l'idée quand même, ce serait de jouer du pendule comme on joue d'un instrument de musique, par exemple, ou comme on utilise un pinceau pour peindre, ou comme on utilise des aiguilles pour tricoter. Il y a la technique de base qui te permet de t'appuyer dessus pour développer ta créativité. Donc l'idée, c'est pas de répéter sans réfléchir ce qu'on te montre. L'idée, c'est de t'approprier l'outil, c'est de t'approprier les principes, les techniques pour exprimer ta sensibilité au niveau de l'hypnose. L'hypnose, elle va fonctionner à partir du moment où elle est authentique par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ton identité, ta sensibilité, ta créativité, etc. Je dis pas qu'il faut remplir la séance de toi-même, au contraire, mais en tout cas d'avoir une signature unique, spécifique au niveau de ta pratique. Je sais pas si je l'ai dit très clairement. Disons qu'à partir de techniques, de stratégies simples, structurées, efficaces, ça te permet de développer ta pratique, voilà, de manière autonome et de manière libre, quoi, voire intuitive. L'intuition, c'est quelque chose qui est très important en hypnose,
Mais l'intuition, ça se travaille. D'accord. L'intuition, ça vient pas de nulle part. Tu fais pas de l'hypnose de manière intuitive quand t'as pas fait de formation. Je veux dire, tu prends n'importe qui, tu dis vas-y, hypnotise quelqu'un. Personne va savoir faire, quoi. Personne, voilà. Ou alors on va s'appuyer sur un peu des clichés, des images mentales, et au petit bonheur la chance, peut-être que si on tombe sur quelqu'un de particulièrement coopératif et suggestible, ça pourrait donner des résultats. Mais globalement, on part pas à partir de rien. Donc l'intuition, elle est basée sur un travail, elle est basée sur une pratique, sur des entraînements, sur des exercices, sur des techniques, sur des stratégies, sur des expériences, sur une intelligence collective qui concerne voilà le monde entier depuis l'aube de l'humanité. Voilà, il y a jamais un petit génie qui a tout découvert dans son coin. Tout ça, c'est comme je dis, c'est une sédimentation, d'accord ? Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux pendule ? Bah, la première chose déjà, c'est qu'on peut mettre les gens en hypnose avec un pendule. Donc c'est pas mal. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est tout ce qu'on nous demande quand on est hypnothérapeute, mais ça fait partie de ce qu'on nous demande. Je veux dire que si déjà tu arrives à apporter ça à la personne, à ton client, à ta cliente, tu arrives à la mettre dans un état d'hypnose qui ressemble à de l'hypnose, c'est-à-dire qui ressemble à de l'hypnose dans l'esprit de la personne, que la personne puisse identifier instantanément, sans se poser de questions, comme étant de l'hypnose, ou en tout cas comme étant quelque chose d'inhabituel, d'étrange, de bizarre, t'as fait à peu près la moitié du boulot. Et c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que si cette étape-là n'est pas franchie, t'as fait et que tu fais ta thérapie, ton écoute active, ton recadrage, tes suggestions, mais qui manque le côté hypnose où la personne sent qu'elle est en transe, elle sait qu'elle est en transe, bah t'auras pas fait la moitié du boulot, t'auras fait 10%, voire 5%, voire 0% du boulot. C'est-à-dire que l'expérience hypnotique dans la séance d'hypnothérapie, ça représente 50% du boulot quand tu y arrives, et ça représente 100% du travail non fait quand tu n'y arrives pas. Voilà, c'est un pourcentage, à géométrie variable. En même temps, moi je te dis 50%, mais comme à chaque fois que je te donne des chiffres, c'est de la statistique symbolique, si tu veux. Voilà, c'est pas des vrais chiffres, ok. Voilà, je préfère le préciser. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et donc, une manière de mettre les gens en hypnose assez franche et efficace, assez franche dans le sens où vraiment on a un deal avec la personne, on a un contrat. Maintenant, on va faire de l'hypnose, ça je t'en ai parlé la dernière fois, installer dans le contexte quelque chose qui signifie qu'on fait maintenant de l'hypnose. Plutôt que de se perdre dans des explications, d'accord, dès qu'on se met en position d'expliquer les choses, on se perd en fait, on passe à côté de ce qu'on devrait faire. Le temps que tu vas passer à parler de neurosciences ou de je sais pas quoi pour essayer de convaincre la personne, en réalité, selon moi, c'est-à-dire c'est une réalité, c'est une réalité, personnelle, d'accord. C'est que ces éléments d'explication sont plus destinés à convaincre l'hypnothérapeute que la personne. Quand tu sais ce que tu fais, tu sais où ça va, t'es convaincu de tes méthodes, t'es convaincu de leur efficacité, de leur potentiel, t'as pas besoin d'expliquer les choses. Les choses s'expliquent par elles-mêmes. La personne, inconsciemment, non-verbalement, d'accord, PNL-ment, si tu veux, dans le non-dit, la personne sait que c'est quelque chose de sérieux, quoi. Sérieux avec les guillemets. Parce que si on travaille avec un pendule, déjà, c'est qu'on veut s'appuyer sur le côté complètement irrationnel de l'hypnose. Et ce côté-là, il est important. Moi, je pense que c'est une erreur dans l'hypnose un peu contemporaine, moderne, de vouloir rationaliser les choses, à outrance. Je dis pas qu'il faut renoncer à expliquer les choses, je dis que jusqu'à maintenant, au niveau de l'hypnose, on n'a quand même pas expliqué grand-chose, quoi. On sait comment on met les gens en hypnose, on sait l'utiliser, mais on n'en connaît pas encore la nature, quoi. Quoi qu'il en soit, l'utilisation du pendule, ça permet de répondre à plusieurs impératifs, ou plutôt plusieurs
plusieurs objectifs, plusieurs enjeux qui se présentent dans la séance d'hypnose. Des enjeux en termes de performance, d'efficacité, de rentabilité, d'accord, voilà, je sais pas comment on peut le dire. Chacun mettra les mots qu'il veut là-dessus, mais il y a des impératifs en termes de résultats. On peut bien se dire qu'on n'a pas d'obligation de résultat, on a quand même besoin que ce qu'on propose, ça fonctionne une fois de temps en temps. C'est-à-dire que la personne nous paye, la personne nous fait confiance, nous on prend un risque, on lui a dit qu'on pouvait l'aider. On reçoit cette personne, on lui a donné un rendez-vous, ça doit lui apporter quelque chose, ça doit pas ne faire que coûter. Voilà, ça doit apporter un changement, ça doit apporter une amélioration. L'objectif, c'est ça. Même si la responsabilité, elle est partagée et on ne sait jamais trop dans quelle mesure la responsabilité de la réussite ou de l'échec de la séance, elle se distribue à une personne ou à l'autre. Après tout, on se pose jamais la question, hein, quand l'hypnose fonctionne, quand tu reçois un message de la personne pour dire bah ça y est, j'ai surmonté ma phobie de la conduite, ça y est, ça fait 6 mois que j'ai pas fumé ou je sais pas quoi, on se dit pas bah tiens, comment ça se fait que ça a marché. Forcément, on part du principe que la réussite va de soi, d'accord. C'est quand ça fonctionne pas qu'on commence à se poser les questions. Alors que par défaut, ça ne fonctionne pas. La norme, c'est l'échec. Si c'était pas le cas, il n'y aurait pas de formation en hypnose, il n'y aurait pas toutes ces techniques d'hypnose, il n'y aurait pas toute cette recherche pour améliorer l'efficacité de l'hypnose. Donc la norme, c'est l'échec. En tout cas, du point de vue des personnes, la norme, c'est l'échec. Si la personne se retrouve chez toi à faire une séance d'hypnose, c'est que tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné pour elle. Alors comment on fait pour mettre une personne en hypnose avec le pendule? Et quels sont les impératifs dont je te parlais? Parce que je te parle d'impératifs de résultats. On a aussi des impératifs, en tout cas des enjeux, plutôt des enjeux, d'accord? Impératif, c'est un peu, c'est un peu raide hein, quand même. On a des enjeux éthiques. Aider la personne sans la mettre dans une position de soumission ou d'obéissance passive, sans faire que la personne soit dépendante de nous, sans qu'elle soit redevable. C'est pour ça que le paiement en argent, il est important. Enfin, je veux dire que si tu veux que les gens te doivent quelque chose, tu leur fais des séances gratuites, quoi. Si tu veux que les gens soient dépendants de toi, tu les fais pas payer. Tu vois ce que je veux dire. Et aussi que la personne puisse se féliciter d'avoir opté pour l'hypnose, d'avoir choisi tel praticien ou telle praticienne. Que la personne puisse s'attribuer à elle-même les mérites de ses résultats. Donc c'est très compliqué, hein, tout ça. Et les enjeux là-dedans, c'est de ne pas se mettre en position, ce qu'on appelle communément la position haute, c'est-à-dire en position pas seulement de domination. Il y a la domination directe, apparente, de la suggestion un peu autoritaire, tu vois. Dormez maintenant, dormez je le veux, maintenant ton bras il peut plus bouger, maintenant ton bras il bouge, maintenant t'as des hallucinations, maintenant tu te rappelles plus de rien. Bon, là on est dans un truc complètement caricatural, tu vois. Moi je veux que ça aille vite, maintenant, tu vois, de projeter un peu, de balancer ta volonté, ton pouvoir comme ça sur la personne, ça c'est quelque chose de très très discutable, quoi. On est plus dans Mesmer, enfin je sais pas dans quoi on est, mais on n'est pas dans une posture de thérapeute quand on est dans l'hypnose autoritaire comme ça. On peut être direct sans être autoritaire. Ça c'est possible. Voilà, tout est lié à ce que tu as dans la tête quand tu fais de l'hypnose, en fait. Moi, je trouve que c'est un problème qui est commun à énormément d'hypnothérapeutes, qu'on en soit conscient ou non. C'est plus facile à observer chez les autres que chez soi-même, forcément. C'est pour ça que la supervision peut être intéressante.
c'est le rapport à la toute-puissance. Alors ça, c'est quelque chose qui est un champ de recherche illimité sur soi-même. C'est le besoin de contrôle, c'est le besoin de contrôler les autres, c'est le besoin de domination. Il y a quelque chose, je pense, de très archaïque là-dedans, qu'il faut pouvoir identifier à défaut de pouvoir le supprimer complètement, quoi. En tout cas, pouvoir le prendre en compte et aménager sa pratique en fonction de ça. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre, on n'a pas envie d'être d'accord avec ça. D'ailleurs, je te demande pas forcément d'être d'accord, mais je te demande quand même d'y réfléchir, tu vois. Commencer à l'observer chez les autres, et puis peut-être que par ricochet, ça te mettra un peu face à toi-même. Une autre, mais ça c'est la position haute, tu vois, vraiment caricaturale, la toute-puissance de l'hypnotiseur, tu vois, un peu K, le serpent, ce Mandrake le magicien, Mesmer le saltimbanque, tu vois, je sais pas. Là on n'est pas dans la thérapie, quoi. Mais de manière un peu plus insidieuse, ça peut être le fait d'assommer les gens avec son savoir ou son pseudo-savoir, tu vois. Alors de donner des conseils, ça dépend dans quel cadre on travaille. Si t'es par exemple diététicienne et que tu pratiques l'hypnose par exemple pour aider les gens à surmonter des compulsions alimentaires, bah évidemment que ça fait sens d'apporter des conseils, de donner des recommandations, de prescrire des choses. Évidemment que c'est tout à fait logique. Mais d'une manière générale, dire aux gens ce qu'ils doivent faire dans la vie, c'est pas forcément la meilleure approche quand on fait de l'hypnose. Et surtout, je crois que le pire là-dedans, c'est d'expliquer aux gens comment ils doivent penser. Et ça, c'est une des conséquences du développement de la PNL au cours des années 2000, où toutes les méthodes thérapeutiques se sont retrouvées complètement polluées avec ces histoires de recadrage mental, de pensée magique, de pensée positive, dire aux gens comment ils doivent penser, dire aux gens comment ils doivent parler, comment ils doivent voir les choses. Ça, c'est vraiment un symptôme d'un besoin de toute puissance chez les thérapeutes, qui est en plus contradictoire par rapport au discours qu'on entend dans les manuels d'hypnose ou dans les formations en hypnose ou les podcasts sur l'hypnose, selon lequel, tu sais, l'inconscient qui est un réservoir de ressources, la personne possède ses propres réponses, etc. La personne doit être autonome, mais faut quand même que ça passe par moi. Faut quand même qu'elle me doive quelque chose. Faut quand même que j'y sois pour quelque chose. Faut quand même que j'en sois responsable. Donc s'attribuer la responsabilité de la situation de la personne, c'est quelque chose qui est caractéristique d'une position dominante. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors tu vois, je m'écarte complètement du sujet, je voulais te parler du pendule, et puis je t'ai parlé de... je sais pas trop de quoi je t'ai parlé, mais bon, je m'autorise un peu à dérouler la bobine, et puis tu gardes ce qui est bon pour toi, dans tout ce que je dis, hein, évidemment. Donc pour échapper à ces écueils, pour surmonter ces obstacles, pour éviter de se mettre en position de gourou par rapport à la personne, l'idéal serait, pendant l'entretien pré-hypnotique, pendant l'anamnèse, pendant la détermination d'objectifs, pendant l'entretien motivationnel, ouais, je vais te donner tous les synonymes à chaque fois en fait, serait de se limiter à poser des questions, éventuellement à faire quelques répétitions de mots-clés pour montrer qu'on suit, faire des reformulations pour vérifier, attendez, vous me dites ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement, vous me dites ça, c'est quand, c'est comment, faire préciser les choses, d'accord, poser les questions, interroger tout ce qui est vague en fait, tout ce qui est général, tout ce qui paraît évident, tu vois, questionner les évidences. Mais disons que ce temps avant la séance d'hypnose devrait pas être un temps où tu formules des affirmations. Ça devrait être un temps où on ne parle qu'à la forme interrogative finalement. En gros, quoi. Bien sûr, si tu fais que poser des questions, il y a un moment où c'est bizarre. Mais l'idée, c'est ça. C'est de rester dans une posture un peu naïve, tu vois. Un peu puérile, mais pas trop non plus, tu vois. Pas passer pour un teubé, mais
questionner les évidences. Mais en aucun cas, c'est le moment de faire des suggestions, ce temps-là, en fait, pour asseoir ta posture. Et ensuite, au moment de faire de l'hypnose, là, c'est le moment de faire des suggestions, là, c'est le moment d'amener de l'information, c'est le moment de proposer des choses. C'est à ce moment-là que ça intervient. Donc le pendule, déjà, ça permet de formaliser l'hypnose, et ça permet déjà de mettre en valeur l'idéomoteur, de mettre en avant que la personne réagit à ce que tu lui proposes, même si elle en a pas conscience, elle n'est pas obligée d'être d'accord avec tout ce que tu lui dis. Ça, c'est quand même pas mal, quoi, pour la personne. Mets-toi un peu à sa place, tu peux dire, ouais, c'est quand même pas mal. J'ai pas envie d'être brainwash par un espèce de gourou hypnotiseur sorti de je sais pas d'où, formé en 15 jours. Voilà, on me laisse de la place, on me laisse le choix, on me laisse la possibilité de dire ce que je pense, ce que je ressens, au moins à travers le mouvement. Voilà, on ne triche pas, on accueille les choses. On accueille inconditionnellement les choses. L'utilisation des clichés du côté énigmatique, mystérieux du pendule, ça permet de faire l'économie de beaucoup d'explications, et particulièrement avec des personnes qui se prétendent très rationnelles, de recadrer les choses en disant, bon, le problème n'est pas un problème rationnel. D'après tout ce que vous m'avez dit, moi j'observe que vous avez une lucidité par rapport à votre situation, vous comprenez où vous en êtes, et le problème n'est pas lié à ce que vous comprenez intellectuellement. Je veux dire que, bon, vous êtes là, on est là pour faire d'hypnose, on n'est pas dans quelque chose de logique ou de rationnel. Donc, voilà, on fait pas semblant. On se met pas dans une espèce d'entre-deux sur les choses, on est honnête, on fait de l'hypnose. On déclare vraiment quelque chose à l'aide de cet accessoire. Ça peut être, il y a plein d'autres manières, mais déjà ça permet de poser un cadre, ça permet aussi de te protéger toi-même de la position de gourou qui peut t'emmener dans des sphères très très sombres, tu vois. Le besoin de reconnaissance, le besoin de toute puissance chez les hypnothérapeutes, c'est quelque chose qui peut complètement dégrader ton estime personnelle, à long terme, en fait. Voilà, je reviendrai dessus. Ça permet surtout de protéger la personne de tes projections. Donc ça, c'est très important. Donc la personne est en position, enfin voilà, est dans la situation où on veut faire de l'hypnose. Alors là, on a le choix, on a plein de choix, mais disons, on peut faire, au niveau de l'induction hypnotique, que ce soit toi qui tiennes le pendule, d'accord, et que tu fasses des mouvements pour créer une fatigue oculaire, voire utiliser un système d'ancrage à gauche et à droite, ou un mouvement tournant dans un sens sens horaire, sens anti-horaire, tu vois, et sens des aiguilles d'une montre, sens inverse, pour mettre des ancrages sur un état altéré, sur un état ordinaire, ou sur du positif, du négatif, un peu méthode EMDR, tu vois. Il y a des choses très intéressantes à faire comme ça, sans aller plus loin que ça, mais disons que par exemple, le pendule tourne de gauche à droite, et quand je vais sur la gauche, par exemple, hein, ça peut vous emmener vers des expériences négatives, etc. Quand ça va de l'autre côté, ça vous emmène vers du positif, et à chaque fois, ça s'amplifie, ça vous permet de faire la part des choses, ça vous permet de prendre conscience de vos émotions, etc. C'est-à-dire que toi, tu es en train de proposer une forme, d'accord, mais tu ne t'occupes pas du contenu. Tu restes complètement permissif au niveau du contenu de la séance. Quand tu parles de positif, de négatif, d'expériences, de bonnes expériences ou de mauvaises expériences, à la limite, tu sais pas de quoi on parle, mais pour la personne, ça peut se ramener à des choses extrêmement spécifiques. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça que je dis que le travail en aveugle, c'est quand même la base de l'hypnose. On devrait toujours par défaut commencer par ce genre d'approche et observer ce qui vient. L'intérêt, c'est que de travailler directement avec ce pendule de cette façon, la personne va être dans une forme de transe extrêmement légère. Ça va se passer au niveau du regard, ça va pas être complètement déconnecté du mental, mais déjà ça peut être assez profond en termes d'immersion dans l'expérience. Mais la personne reste mobile, reste dynamique, et surtout elle peut parler facilement.
Donc elle peut te donner des informations. Quand je vais de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça me rappelle, j'en sais rien, quand j'ai trébuché dans l'escalier et que je me suis cassé le poignet, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai jamais pu remonter un escalier. Voilà, je vis dans le sous-sol depuis 10 ans. Et quand je suis de l'autre côté, ah bah là, ça me rappelle mes vacances, voilà, mes vacances en Corée du Nord, c'était magnifique, c'est des très bons souvenirs, c'est génial, je me sens très bien en pensant à ça, etc. La personne t'apporte des images mentales, elle te donne des informations directement à partir de l'expérience d'hypnose. Plutôt que de passer des heures à discuter, à essayer de prouver je sais pas quoi, essayer d'afficher une certaine crédibilité, une certaine légitimité en montrant un pseudo savoir fragmentaire, tu vois, en disant des choses, tu peux prouver ta compétence en écoutant par le retrait, tu peux briller par le retrait. En fait, c'est ça l'idée. Et le pendule te permet ce genre de choses. Alors il y a plein d'autres choses à faire avec ça. Dans la position où c'est toi, hypnothérapeute, qui tient le pendule. Mais je trouve quand même que le plus intéressant, c'est quand la personne elle-même tient l'objet. C'est-à-dire tu lui donnes son pendule, la personne choisit la main, choisit comment le tenir, et puis le truc se met en mouvement, en fait. Voilà, à partir de ce que vous m'avez dit, observons comment le mouvement va se mettre en place, comment ça va évoluer, est-ce que ça va changer de sens, est-ce que ça va ralentir, est-ce que ça va s'accélérer, tu vois, tu peux donner des options, tu peux proposer des choses, et utiliser ce qui vient. De la même manière, ça peut amener à des transes très légères, mais quand même assez cataleptiques, c'est-à-dire que de par la fixation visuelle, de par l'immobilité du bras sans douleur, sans fatigue musculaire, donc la catalepsie hypnotique, les mouvements automatiques, la qualité du mouvement qui va évoluer en fonction des émotions, des idées ou de ce qui se passe, tu es sur une base très permissive, extrêmement permissive, puisque c'est pas toi qui amène le contenu. Le contenu, il vient de l'intérieur. Les réponses viennent de l'intérieur de la personne. Elles viennent pas de toi, d'accord? Toi, t'es un récepteur, en fait. T'es un recueilleur d'informations dans l'histoire. T'as une position qui est juste et qui est beaucoup plus légitime que la position un peu de pseudo-sachant, en fait. C'est vers ça que je voulais aller. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as accès comme ça à des réponses, alors ça peut être des réponses verbales, ça peut être des réponses musculaires, ça peut être des réponses imaginatives, imaginationnelles, des réponses par flash, tu vois, par fulgurance, des réponses hypnotiques. Pas des réponses verbales, pas des réponses mentales, rationnelles, conscientes. Donc là, t'es complètement à ta place quand tu travailles de cette façon. Ça te permet d'entrer assez vite dans l'hypnose, ça te permet de faire des séances qui vont tenir dans le format, en fait, c'est-à-dire sur le temps. Généralement, c'est entre 3/4 d'heure et 1h30, une séance d'hypnose, tu vois. Mais si tu commences à rentrer dans de la psychanalyse verbale consciente, ça peut durer des heures et t'as pas fait d'hypnose et la personne n'a rien vécu de fort, d'intense, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de rythme, il n'y a rien du tout, donc c'est pas génial, quoi, en fait. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon je vais être en retard pour mon rendez-vous. Je te remercie pour ton temps, pour ton attention. Bon, l'épisode était un peu décousu, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et donc pour l'annonce que je voulais te faire, de toute façon je t'en ai parlé au début, le site est en ligne pour les vidéos de formation. Donc la première formation, c'est la formation sur le pendule, d'accord, où ce que je te dis, c'est expliqué de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus structurée. Il y a des vidéos, il y a du texte aussi. Vraiment, on a bossé avec Christine, on t'a fait un truc nickel. Donc la formation, oui, elle est payante, ça j'avais pas précisé. C'est normal, enfin Christine, elle travaille avec moi là-dessus, faut que je la paye. Donc la formation, elle est à 47 €.
On a décidé de pas faire d'offre de lancement parce que sinon après on sait plus c'est quoi le vrai prix, tu vois. Ce serait pas juste pour les gens qui veulent pas ou qui peuvent pas se l'offrir maintenant, qui reviendraient dans 2 mois, bah le prix a augmenté, tu vois, ce sera un peu n'importe quoi. Nous on veut pas être cher, on veut pas être au rabais et on veut être stable au niveau de nos tarifs, tu vois. Donc on trouve que alors il y a à peu près 2 heures de vidéo environ, avec des démonstrations, des jeux de rôle, des explications, plus tous les résumés. Donc c'est cohérent par rapport à la quantité d'informations qui t'est donnée, mais par rapport à la qualité des informations qu'on donne, tu verras que c'est quelque chose qui va faire considérablement évoluer ta pratique. Donc vraiment, c'est pas cher pour ce que c'est. Voilà. Donc le site, alors je viens de le mettre en ligne, donc il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste la page d'accueil et puis la première formation. T'as le menu de la formation qui est en libre accès, puis après si tu cliques, bah tu vois, t'as les passerelles de paiement sécurisées avec Stripe et PayPal, d'accord. Et puis bah, par la suite il y aura d'autres formations, mais surtout il y aura le blog, et puis t'as les formulaires de contact aussi, c'est-à-dire que tu peux, voilà, pour me contacter, m'envoyer un mail, un message, une question, une remarque, ce que tu veux, bah de passer par le site, c'est plus simple, t'as pas à mémoriser 15 000 adresses mail, etc. Donc le site, t'auras le lien dans la description du podcast, ça s'appelle hypnoseformation.net. Tu vois, c'est assez simple, alors hypnose-formation avec un S à la fin de formation, d'accord, formation au pluriel. C'est un peu compliqué, tu vois, de choisir un nom de domaine parce que beaucoup de hypnose formation, c'est des mots clés qui sont hyper utilisés, donc il restait pas grand chose de disponible. Moi j'aime bien le .net, tu vois, je trouve que ça claque. Donc coup de bol, celui-là était disponible. Donc c'est hypnoseformations.net où tu peux avoir accès à cette formation et par la suite. J'ai commencé à travailler dessus, surtout ce qui va être intéressant c'est le blog qui sera en libre accès, sans inscription, gratuit à vie, enfin voilà quoi, pour avoir de la lecture, pour apprendre des choses, pour cultiver ton esprit par rapport à la culture de l'hypnose. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour ton temps, merci pour ton attention, j'espère que ça te fait réfléchir, que ça t'aide un peu, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt, ciao.